Chers camarades du Cercle Aristote, bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu douloureux que nous avons déjà traité sous de multiples angles, mais pas sur celui-ci. Il s'agit du conflit ukrainien, qui continue, hein. C'est pas parce qu'une guerre est une guerre pour rien qu'il faut l'arrêter. Donc, nous avons vu avec différents spécialistes, entre autres avec notre ami, Romain Bessonnet, beaucoup des tenants et des aboutissants de ce conflit et j'ai eu le plaisir de recevoir dans ma boîte aux lettres, donc n'hésitez pas à m'envoyer des livres, ça me fait toujours plaisir. Cet ouvrage paru aux éditions Delga, pour ceux qui connaissent le camarade Aymeric Monville, de Fabrice Garniron, Ukraine, les torts de l'Occident. Fabrice, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ah mais avec grand plaisir. Donc, première fois que tu interviens chez nous, donc je vais juste te présenter dans cet aspect de tes recherches. Alors ceux qui connaissent les sujets, balkaniques te connaissent parce que tu avais publié un ouvrage qui décryptait la propagande, particulièrement la propagande anti-serbe, du Monde, du journal Le Monde et tu participais à je tiens à le dire parce que ça me permet d'avoir un petit peu de nostalgie et de donner un hommage, un des premiers journaux antiglobalistes, dont les plus jeunes sur la chaîne n'ont pas pu connaître, qui était BI, Balkan Info, qui deviendra Balkan International et qui était, tenu pour ceux qui veulent se renseigner sur la chaîne, ils peuvent voir un vieil entretien que j'ai fait avec Louis Dalmas, le regretté Louis Dalmas, qui était l'un des patrons de toute cette tendance qui, a été dans les opérations vérité sur les Balkans à l'époque où, le système était écrasant en termes de représentation et on n'avait pas internet, donc on devait se défendre comme on pouvait, hein. Dalmas en tira d'ailleurs un ouvrage que je recommande aux plus jeunes puisqu'il est trouvable sur le marché de l'occasion, qui s'appelle «La pensée asphyxiée». Donc ça, c'est pour les présentations. Là, tu t'es, attelé à, disons, avoir une vision singulière du conflit ukrainien et sans entrer dans, tous les méandres de ce conflit, il y a un point qui te tient à cœur, qui est particulièrement détaillé dans ton livre. C'est la question, de ce qu'on pourrait appeler, heu, si on va très loin, l'ethnocide, mais qu'on pourrait ou du moins appeler les persécutions culturelles contre les russophones de l'est de l'Ukraine et contre la vision très particulière que le pouvoir kievien a de l'histoire du pays. Peux-tu revenir sur les événements les plus saillants et sur ton interprétation de comment ces récits se sont, et la manière dont ils ont été, comment dire? Heu, imposés par des politiques publiques, ont contribué à la situation, et au drame humain que nous sommes en train de vivre, que je rappelle qu'il y a plusieurs centaines de milliers de morts ukrainiens, pour une guerre dont on voit plus très bien, ni, les buts, ni les buts de guerre atteignables, ni les fins possibles. Alors écoute, ce processus de nazification, il n'y a pas d'autre mot, la thèse russe sur la nazification de l'État ukrainien est totalement juste. Il y a deux aspects, il y a des aspects juridiques dans cette nazification et il y a des aspects historiques. Alors les aspects juridiques, le principal marqueur de ce néonazisme ukrainien, je le vois, et je reviens sur la polémique que ce sujet a suscité, c'est-à-dire le fameux article 16 de la Constitution ukrainienne qui, sous prétexte je pense que c'est effectivement un prétexte, sous prétexte de, des conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, évoque non,
comment dire, donne comme concept tout à fait étonnant le concept, entre guillemets, de patrimoine génétique du peuple ukrainien. Alors, je cite bien sûr l'intégralité de cet article. Je ne dirais pas son ambiguïté, parce que c'est quand même assez clair. La notion de patrimoine génétique est une notion on ne peut plus, si je puis dire, sulfureuse. Et je considère, en revenant sur la polémique que cet article a suscité, que je considère comme un marqueur identitaire, un marqueur de ce néonazisme ukrainien. Alors, je rappelle qu'effectivement, il y a eu une petite polémique entre François Asselineau, qui s'est indigné de cet article et de cette notion de patrimoine génétique du peuple ukrainien, pour dire qu'effectivement, il avait, en l'occurrence François Asselineau, totalement raison. Euh, cette notion de patrimoine génétique, on ne peut pas imaginer qu'elle soit intégrée dans la Constitution française. L'État français n'est pas le gardien du patrimoine génétique du peuple français. Il est éventuellement, et même pas éventuellement, j'espère qu'il est en quelque sorte le gardien de la santé des citoyens. Mais la notion de patrimoine génétique est tout à fait suspecte. On connaît bien sûr la notion de patrimoine historique, de patrimoine culturel, etc. Mais la notion de patrimoine génétique, comme si le peuple ukrainien avait une identité génétique particulière, me paraît déjà un premier marqueur de la nature néo-nazie de, de cet État ukrainien. Alors, il y a un autre aspect juridique, c'est la loi sur les peuples autochtones qui prive les russophones de la possibilité d'avoir accès à ce à quoi, dans tous les pays fédéraux et multilinguistiques, la Suisse, le Canada, les États-Unis, etc., ont accès, hein, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des documents administratifs, la possibilité d'apprendre à l'école aux enfants leur langue, etc. Chose d'ailleurs, soit dit en passant, qui se passe en Russie. Hein. En Russie, l'ukrainien est enseigné, les dizaines d'autres langues sont également enseignées, les documents administratifs peuvent être dans la langue, dans les deux langues, etc., etc. Donc, effectivement, il y a d'une part donc cette constitution ukrainienne avec cette notion de patrimoine génétique qui pose un grand problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a la fameuse loi sur les peuples autochtones qui prive de manière tout à fait officielle les russophones d'Ukraine des droits qui sont parfaitement admis partout dans le monde occidental et qui, s'ils étaient abrogés, ces droits, eh bien, susciteraient inévitablement des conflits très graves. Pensons à la Belgique, où on décréterait que seul le flamand est la langue officielle ou que seul le wallon, c'est-à-dire le français, est la langue officielle. Évidemment, cela susciterait plus que des remous, probablement une révolte de la population linguistique concernée. Voilà. Alors, il y a évidemment, ça c'est le plus grave et le plus scandaleux, c'est la réhabilitation, non pas la réhabilitation, mais la glorification, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de condamnation de ces gens, de ces anciens nazis historiques ukrainiens. Hein. Il y a la glorification de ces personnages qui a commencé en 2007 avec Poroshenko, qui a réhabilité, enfin non pas réhabilité, mais qui a fait passer Chourevitch comme un héros de l'Ukraine. Et ultérieurement, ce sera Bandera. Il faut voir ce que le personnage de Chourevitch était, c'est-à-dire c'est un véritable boucher. C'est-à-dire il arrive, Chourevitch, il faut se rappeler de ce qu'il a fait pour mesurer la compromission non seulement du régime ukrainien, mais des Occidentaux qui le soutiennent. C'est-à-dire que Chourevitch, en 2007, donc, est glorifié. Il est un héros de l'Ukraine. Chourevitch arrive avec les troupes allemandes. Hein, c'est-à-dire, je le signifie parce qu'il y a eu tout un débat en France sur Pétain, etc. Les choses, même à supposer que Pétain ait été, en l'occurrence, là, réhabilité, puisqu'il y a eu procès, les choses, malgré tout, ne seraient pas équivalentes, parce que Pétain n'est pas arrivé avec les troupes allemandes. Il a cédé
à une invasion contre laquelle la France a fait ce qu'elle a pu, c'est-à-dire malheureusement pas grand-chose, et qui a vu la France occupée pendant 4 ans. Bon, mais Chourevitch est tout à fait différent. Il arrive avec les troupes allemandes, il est au sein d'une organisation qui s'appelle l'OUN, O-U-N, l'Organisation des nationalistes ukrainiens, et qui donc arrive en Union soviétique du côté des troupes allemandes le 22 juin 1941, après que cette même organisation, avec ses représentants, qui n'étaient pas plus que quelques milliers, ait participé à l'invasion de la Pologne en 1939, le 1er septembre. Donc on a affaire à des gens qui sont mouillés jusqu'au cou avec le nazisme, sans parler du fait que avant la guerre, l'UN était une organisation totalement manipulée par les services allemands. C'est-à-dire, ça, ce sont des. Bon, c'est un fait connu, qui est absolument indéniable. L'UN était dans les mains des services secrets allemands. D'ailleurs, je cite Georges Kennan, qui est le patriarche, entre guillemets, de la diplomatie américaine, qui était en poste en tant que représentant des États-Unis à Prague en 1930, dans les années 30, dans la deuxième moitié des années 30, et qui dit explicitement que les gens de l'UN sont des agents purement et simplement de l'Allemagne. Hein, donc là, il n'y a absolument aucun doute. Et si on continue à remonter le temps, on sait que les nazis ukrainiens étaient en contact avec les nazis allemands avant même l'arrivée de Hitler au pouvoir. Donc il y a un fil rouge qui va des années 30 jusqu'à aujourd'hui, qui est absolument indéniable. Bon, alors Chourevitch, je fais un petit peu, entre guillemets, un petit peu, enfin, je l'évoque, ce sont des choses qui, excuse-moi de ce plaidoyer pro domo, mais qui ont été évoquées. Alors, il y a votre livre Perspective libre, mais que je n'ai pas eu avant l'écriture de mon livre, je l'ai eu seulement après, mais j'ai eu accès quand même à l'ombre de Hitler, et toutes ces choses-là sont dites effectivement tout à fait explicitement. Alors Chourevitch arrive avec les troupes allemandes et commet déjà un premier massacre avec les Juifs de Lvov. Lvov, c'est juste à la frontière, qui était avant 1939 en territoire polonais, et il commet immédiatement cet abominable pogrom qui a lieu dans les heures qui suivent l'arrivée des troupes allemandes, accompagnées ou même précédées par les troupes des nazis ukrainiens. Ensuite, il participe, Chourevitch, il faut voir encore une fois ce que signifie sur le plan historique, politique, mémoriel et moral la glorification d'un individu comme lui. C'est quelque chose d'effarant, tout simplement. Et ensuite, il participe dans le cadre du 201e bataillon à l'extermination des Juifs de Kiev. 33 771 personnes ont été assassinées en 24 heures dans le fameux ravin de Babillard, les 30 et les 29 et 30 septembre 1941. C'est véritablement un boucher. C'est-à-dire, c'est Bandera donner ses consignes, effectivement, je reviendrai là-dessus, donner ses consignes, un peu comme Hitler pouvait les donner lui-même. Il n'y a pas véritablement de traces qui prouvent que Hitler a voulu la Shoah. Bon, on peut difficilement en douter, mais c'est un peu la même chose avec Bandera. Il ne les a pas on n'a pas de preuve du fait qu'il les ait commandités, ces massacres, mais n'empêche que ça ne peut être que le cas. En tout cas, ces unités, les unités qu'il contrôlait, ont commis ce massacre de Babillard. Et ce que j'ai appris en faisant ce livre, c'est progressivement, c'est que en fait, le massacre de Kiev, je le connaissais depuis longtemps. Il y a une symphonie de Shostakovich là-dessus, etc. Bon, mais je le connaissais depuis que je suis gosse. En fils de communiste, je pouvais difficilement l'ignorer. Mais donc, dès l'âge de 10 ans, je me rappelle de ça. Par contre, ce que j'ai découvert en travaillant sur cette question, c'est que ce qui s'est passé à Babillard est à l'image de tout ce qui s'est passé en Ukraine avec l'extermination des Juifs, qui ont été systématiquement accompagnés par les unités des nazis ukrainiens qui, eux, ne rechignaient pas, contrairement aux Allemands, à la tâche. Il faut voir ce que c'est que l'extermination de centaines de milliers d'enfants, puisqu'il y a eu plus d'1 million
de gens qui ont été exterminés dans des fosses. C'est un massacre inimaginable, inconcevable. Dieu sait si dans les guerres des enfants meurent, mais là, en l'occurrence, ont été exterminés plus d'1 million, 1,5 million. C'est difficile à établir, mais tous les Juifs qui étaient en Ukraine, occupés par les Allemands, ont été exterminés avec le concours systématique des Ukrainiens nazis, au premier rang desquels Chourevitch, glorifié en 2007 par Poroshenko. Donc on a vraiment affaire à quelque chose d'assez monstrueux dans les actes, et ensuite, dans les actes juridiques, les actes politiques, ont consisté précisément à glorifier cet individu. Alors, il y a une question sur laquelle j'ai voulu revenir, parce que effectivement, il y a eu un moment où il y a eu un affrontement entre les nazis ukrainiens et Hitler. Et c'est de cette tension et de cet affrontement qui effectivement a eu lieu, la presse atlantiste, la presse poubelle, hein, faut bien dire les choses par leur nom, tire une espèce comment dire, de blanc-seing ou de blanchiment. Voilà, la possibilité d'un blanchiment, comme si Bandera avait été anti-allemand et donc anti-nazi. C'est totalement faux, hein, parce qu'effectivement, Bandera a proclamé dès début juillet 41, une fois que ses premières troupes sont arrivées à Lvov, un État ukrainien contre lequel, effectivement, Hitler était. Sauf que la tension entre les nationalistes nazis ukrainiens et Hitler ne relève en rien d'une querelle idéologique, d'une querelle sur des principes, etc. Pas du tout. Hein, c'est-à-dire que ce que voulait Bandera, c'était que l'Ukraine devienne un État à l'image des États satellites de l'Allemagne, comme la Croatie des Oustachis, comme la Slovaquie de Monseigneur Tissot, etc., ou comme la Roumanie avec la garde de fer. Donc il voulait une reconnaissance étatique d'un État qui était idéologiquement, historiquement, profondément nazifié, nazi. Donc il y a eu effectivement cette tension. Ceci dit, Je parle sous ton contrôle, tout simplement. Hitler ayant prévu qu'une large part de l'Ukraine deviendrait une espèce de grand latifundia donné à une partie de hauts dignitaires nazis dont, par exemple, on ne s'en souvient pas, mais Göring avait une espèce de gigantesque propriété dans l'Europe de l'Est future, qui lui était promise. Toute cette zone-là devait être administrée selon les lois du Lebensraum. Donc il n'y avait pas de place dans l'imaginaire d'Hitler pour un État ukrainien. voilà. Il faut bien préciser que c'est justement dans l'imaginaire d'Hitler qui voulait réserver l'Ukraine à un vaste projet de colonisation. Bon. Mmh. Et aux Allemands, bien sûr. Bien sûr. Hein, voilà, bon, évidemment. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'establishment nazi n'était pas contre la volonté de Bandera de créer un État nazi. C'est-à-dire que, encore une fois, un des personnages de l'establishment nazi s'appelle Alfred Rosenberg, pendu à Nuremberg en 1946. Le théoricien, je dirais avec guillemets évidemment, de la race, etc. Ce personnage, qui n'est pas moins nazi que Hitler, considérait qu'il fallait effectivement créer un État nazi comme en Croatie, comme en Roumanie, comme en Slovaquie, en Ukraine. Voilà, donc il y avait simplement dans le système hitlérien, bon, c'est Hitler qui a le dernier mot. Mais en fait, il a eu le dernier mot, mais en réalité, il était plutôt isolé. Hein, une grande partie de ces dirigeants nazis voulaient effectivement un État ukrainien. Bon, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que le crime effarant, unique, je crois, dans l'histoire européenne, qui a été perpétré en Ukraine, ce crime a été perpétré après le clash qui a eu lieu entre Hitler et Bandera. C'est-à-dire qu'une fois que Bandera a mis Hitler devant, et donc l'État nazi, devant le fait accompli de la création d'une république ukrainienne nazie. Le texte est publié, on le connaît, bon, c'est un texte d'allégeance absolument incontestable au national-socialisme et à l'Allemagne. Bon.
Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand il a proclamé cet État, il a été arrêté. Il a été mis en résidence surveillée à Berlin, ensuite au camp de Sachsenhausen, mais il avait toujours la possibilité de donner des ordres, etc. Il était en résidence surveillée. Donc il y a eu effectivement un affrontement. Seulement, les nazis ukrainiens, dont Bandera manifestement, en tout cas Tchourevitch, etc., étaient bien sûr au courant de ce clash et ont voulu obtenir finalement la création de cet État en montrant aux Allemands leur zèle exterminateur, toute population évidemment visée, notamment les Juifs. Donc, je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, c'est-à-dire ils ont participé à l'extermination non seulement en raison de leur conviction nationale socialiste qui datait des années 30 et même avant, hein, bon. Mais ils l'ont fait avec d'autant plus de zèle qu'ils voulaient prouver aux Allemands qu'ils étaient des alliés zélés et par conséquent auxquels on pouvait faire confiance. Donc en fait, le crime, ce crime-là a lieu à partir de juillet 41. Bon. Et il s'achève en gros fin 42. Il s'achève faute de juifs à exterminer. Hein, parce que le crime est absolument inimaginable. On le réalise avec l'enquête que le père des Bois a faite au début des années 2000, enquête, d'après mes souvenirs, à laquelle ce spécialiste de l'Allemagne, Edouard Husson, a participé également. On a repéré des centaines de fosses, des centaines sur tout le territoire ukrainien. C'est ce qu'on appellera la Shoah par balle. Exactement, c'est ça. Et Shoah par balle, qui est en fait le phénomène atroce qui a généré la conception de la chambre à gaz. C'est-à-dire que les exterminations étaient d'une telle ampleur et d'une telle cruauté que même les bourreaux allemands, parfois, craquaient. Ils obéissaient aux ordres, mais en même temps, il y avait énormément de troubles psychologiques. On n'assassine pas des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants et avec leurs familles sans que ça crée des dégâts psychiques, même pour ceux Oui, qui appuient sur la gâchette. bien sûr. Alors là, dans cette opération, dans cette extermination, évidemment, les Ukrainiens ont été à la manœuvre systématiquement. Un écrivain contemporain russe, américain mais d'origine russe, Lev Golinkin, a fait toute une enquête sur ces crimes et à un moment, une enquête aujourd'hui, qui date de 2019, hein, où il répertorie tous les endroits en Ukraine où l'on voit des signes de la glorification, noms de rues, statues, bas-reliefs, noms de stades, noms d'écoles, qui sont baptisés, si j'ose dire, de noms de nazis ukrainiens et ont participé à ce génocide. Donc, revenons à ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, cet affrontement réel entre Hitler et Bandera euh, a précédé, en fait, n'a pas eu pour conséquence comment dire, une non-participation des troupes ukrainiennes en Ukraine à l'extermination. Elles ont été à la manœuvre systématiquement avec le plus grand zèle. Donc, ceci dit, ayant prouvé leur zèle à exterminer, ils n'obtenaient toujours pas l'État ukrainien qu'ils voulaient. C'est là qu'une autre organisation, fin 42, est née, qui s'appelle l'UPA, et qui, grâce à Lev Golinkin, on le voit, cette organisation UPA qui se rebelle contre les Allemands parce qu'ils n'ont pas leur État, est composée de tous ceux qui ont participé à l'extermination. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, chose, encore une fois, extrêmement, c'est le moins qu'on puisse dire, compromettante, c'est que, malgré tout, à partir de 1942, quand cette UPA est créée et qui comment dire, et affronte, dans un certain nombre de cas, ça je ne l'ai pas encore bien établi, mais l'armée allemande, ça je crois que c'est vrai, euh, cette organisation
qui donc a rompu à ce moment-là avec l'Allemagne, se lance dans l'extermination des Polonais. Donc, il y a eu effectivement en Volhynie et en Galicie près de 100 000 Polonais qui ont été exterminés. Au moment donc où l'UPA, organisation militaire de l'OUN, au moment où elle avait rompu avec l'Allemagne, ils commettent donc le premier génocide énorme des Juifs d'Ukraine entre 41 et 42, et ensuite, après une rupture consommée sur le plan militaire, ils exterminent de leur propre chef 100 000 Polonais. Donc on a, si vous voulez, si tu veux, on a quelque chose de comment dire, qui relativise, disons pour le moins, le portrait vaguement, euh, comment dire, favorable que par exemple le journal Le Monde fait de Bandera début 2023. Il consacre 2 articles. Il était plus intransigeant que les autres, je cite cet article de mémoire, pour se débarrasser, pour se libérer du joug soviétique et polonais. Voilà comment il présente Bandera. C'est-à-dire, il le présente comme un libérateur. C'est là où je dis euh, que finalement, on pourrait dire la même chose des dirigeants nazis, c'est-à-dire qu'ils voulaient se libérer des contraintes du traité de Versailles, qui leur étaient imposées. C'était des bons patriotes. Apparemment, pour le monde, ça le serait. Donc, je développe, bien sûr, je sacrifie quelques pages à cette polémique et cette glorification qui dépasse largement le cadre de l'État ukrainien et qui maintenant est le fait des élites occidentales globalement. Le Monde, le journal de l'élite, paraît-il. Bon. Alors, voilà, donc ce phénomène, il faut, ce que j'ai voulu faire, si tu veux, enfin, ce que j'ai voulu faire, je me suis aperçu en travaillant sur ce sujet, que je connaissais mal, bien sûr, avant de faire ce livre, que en réalité, euh, j'ai voulu revenir sur l'affrontement qui effectivement a eu lieu entre Bandera et Hitler pour, non, pas du, donc pour l'expliciter, mais pour, encore une fois, en mettre en évidence les causes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas idéologiques, elles ne sont en aucun cas idéologiques, et elles n'empêchent pas, ils n'empêchent pas cet affrontement, la commission de 2 exterminations majeures, celle des Juifs et celle des Polonais. Voilà, en gros. Parce que, si tu veux, je pense que ça doit être, comment dire? C'est important à souligner pour nos auditeurs. C'est parce que on a beaucoup accusé la religion du plus jamais ça, c'est-à-dire le réductio ad Hitlerum, tout ça. Bon. Parfois raison, tu sais, bon, c'est un fait qui est vérifiable publiquement. Moi, mon grand-père est envoyé à Buchenwald, donc si tu veux, c'est des régimes pour lesquels j'ai la plus grande inimitié. Mais on a beaucoup utilisé la mémoire de la déportation et beaucoup de déportés l'ont regretté. Mais ce dont on ne s'est pas rendu compte, et c'est que l'européisme triomphant, comment dire, en grignotant à l'Est, a opéré pour le compte des élites allemandes actuelles et avec l'aval des Américains, un ravalement de façade de l'ensemble des extrêmes droites pro-allemandes d'Europe de l'Est. Tu vois, avant que ça vienne en Ukraine, nous avions déjà des monuments à la gloire du nazisme, payés par le contribuable. Alors, le contribuable le plus perdant de la construction européenne, c'est le contribuable français. Bon, donc, il y a mécaniquement de l'argent français qui a servi à ces trucs-là. Tu vois, c'était Solana qui inaugurait ça en Estonie et dans les États baltes. Ce qui, il faut bien le concevoir pour nos auditeurs, pour les Russes, dans le souvenir de la Grande Guerre patriotique, ce qui veut dire des millions de morts russes et soviétiques, est un affront Insupportable, évidemment. qui est insupportable. Ouais. Surtout qu'on ne peut pas dire on n'est pas au courant, etc. C'est Javier Solana, représentant de la politique extérieure eurocrate en acier trempé, qui a commencé à les inaugurer.
Donc si tu veux, ça fait 25 ans au moins, ça c'est fait ça. depuis les guerres des Balkans qu'on joue Oui, avec ça. c'est ça, parce qu'ils se sont alliés avec les anciens Oustachis qui sont revenus du Canada, et cetera, Tu qui étaient vois? à la manœuvre Tu dans vois la le tu vois dans ces diasporas, tu parles à raison du cas canadien vis-à-vis des Croates, du cas canadien vis-à-vis des Ukrainiens. On a eu cette scène exactement, lunaire au inimaginable. parlement canadien. Oui, c'est Si tu veux, incroyable. il faut savoir que le Canada a perdu des milliers de fils contre l'Allemagne. On oublie que les Canadiens font partie de l'opération Overlord. Ils On étaient les oublie toujours, c'est comme les Australiens, on les oublie toujours. oui, Mais oui, ils étaient les alliés de l'Union soviétique. ils étaient les alliés de l'Union soviétique. Ah, Et là, au parlement canadien, et c'est là où on se dit: qu'est-ce qui arrive à l'Ouest? oui, Heu, c'est dingue, c'est vous dingue êtes et Canadien, vous avez de l vous entendez qu'on glorifie un régime qui a tué vos grands-parents, vos en tant que soldats, vos grands-parents, vos grands cousins, vos grands-oncles, peu importe. Donc, c'est eux, ce qui est dramatique, c'est que le plus jamais ça, qui a servi avec tous ses défauts, mais je dirais le code d'honneur minimal à l'Ouest depuis 45. Même ça, on n'est pas capable de le respecter. oui, Même ça. effectivement. Oui, oui. Donc je reviens justement sur, ce basculement, Mmh mh. qui, et commence, bon, évidemment, comme tu le dis, en Lettonie, notamment, bon, avant de prendre en Ukraine. Je reviens sur cette fameuse motion que, les Russes, proposent à l'ONU, et qui a été, systématiquement, boudée par les Européens qui ont choisi, de s'abstenir et motion russe qui condamnait les résurgences du nazisme et la glorification des génocidaires. Et c'est pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2014, pas 10 ans, peut-être ça a dû commencer en 2012, je donne des références exactes dans mon livre, et pendant ces, disons, au minimum 8 années, les Occidentaux se sont soit abstenus, soit opposés à la motion russe. Et là, on voit bien que le basculement s'est fait. Ce basculement, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'il y avait un socle commun à toutes les nations du monde, notamment à l'ONU, dont la création est liée précisément à la victoire des Alliés, parce que c'est eux qui ont décidé de créer l'ONU, en 1945. C'est ce socle commun que progressivement les Occidentaux ont détruit. Et là, je compare les déclarations qui ont été faites par Chirac, par le pape, et je cite encore une autre, la motion, le texte de l'ONU en 2005, quand on a célébré, commémoré la libération du camp d'Auschwitz par les soviétiques. Je cite leurs textes. C'est des textes qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire, on parle du caractère incomparable, effectivement, des exterminations perpétrées par les nazis, ce qui est tout à fait vrai. Donc, il y avait quelque chose qui, dans la représentation de la guerre, malgré les coups tordus qui ont eu lieu avant 2005, là je parle de cet anniversaire, mais malgré les coups tordus, il y avait encore, si tu veux, un socle au moins rhétorique commun pour condamner le nazisme comme étant la bête immonde. Il faut bien sûr évaluer le changement qui a eu lieu depuis 1945 et plus exactement depuis 2005. Il faut l'évaluer bien sûr en tenant compte du fait qu'il y a eu juste après-guerre une alliance difficile à contester entre, ou disons, une certaine, le moins qu'on puisse dire, une certaine complaisance des Occidentaux, notamment canadiens, mais pas seulement, par rapport aux anciens nazis qui venaient se réfugier au Canada. Hein. Donc il y a ce phénomène qui a eu lieu juste après-guerre, où le Canada accueille des centaines de milliers de Croates, de Baltes, d'Ukrainiens, etc., etc., qui
était le plus souvent compromis avec le nazisme. C'est un fait, ça. Donc il faut réinscrire ce qui s'est passé au Parlement canadien il y a un an avec ce qui s'est passé avant. Donc ce qui s'est passé, cette complaisance, elle s'est poursuivie notamment avec la réception à la Maison Blanche de Stetsko, qui était le bras droit de Shurevitch, arrêté par les Allemands juste après la prise de Wolf et la proclamation de l'État ukrainien. Il est reçu à la Maison Blanche. Il y a une photo très connue de Bush père qui lui serre la main, etc. Donc ça, ce sont quand même des éléments assez lourds hein, sur le plan politique, moral, mémoriel, etc. Ensuite, bien sûr, il y a cette montée vers une complaisance de plus en plus marquée et une alliance de fait avec ceux qui se proclament les descendants historiques de ces génocidaires de la Seconde Guerre mondiale dans les États baltes et puis bien sûr surtout en Ukraine. C'est le pays le plus grand, c'est un pays évidemment avec une population beaucoup plus importante, c'est un poids que les États baltes industriels, géographiques que les États baltes ne peuvent pas évidemment avoir en comparaison. Donc cette montée, elle s'accompagne depuis 2012 d'un refus des Occidentaux de prendre en compte le phénomène de glorification des anciens nazis en Ukraine par les autorités. Parce que il est fréquent, quand on discute avec les gens, et on le voit même dans le livre d'Emmanuel Todd, il est fréquent de présenter la question du nazisme en Ukraine comme une sorte de folklore sans grande importance, ou qu'il faut relativiser. En réalité, ce folklore, bien sûr, existe, mais le problème, c'est que fait l'État au niveau central. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il fait avec son passé? Il est bien clair qu'un État se définit au présent à travers les figures du passé qu'il glorifie. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un folklore, c'est une politique qui se fait bien sûr en alliance avec ceux qui ont ce contact entre guillemets folklorique avec le nazisme, mais c'est une politique d'État, une politique vraiment de la capitale. Hein, c'est quelque chose de d'indéniable. Bon, donc ce n'est pas un phénomène qu'on pourrait localiser à l'ouest de l'Ukraine, pas du tout. Hein, c'est bien sûr cette glorification existe par les statues, les plaques commémoratives, les bas-reliefs, etc. Dans l'Ukraine de l'Ouest, mais ce n'est pas pour autant que le problème n'est pas ne se pose pas au niveau central. Il se pose au niveau de l'État, dans la manière qu'il a de se définir par rapport au passé. Voilà. Donc effectivement, on assiste à quelque chose de tout à fait extraordinaire en Occident. C'est-à-dire que on voit en France Manouchian rentrer au Panthéon, mais on ne voit pas, Dieu merci, Déa ou Doriot entrer au Panthéon. On ne les voit pas. C'est Bien sûr. une bonne chose. Mais on honore Manouchian ou Simone Veil au moment même où on soutient un État qui glorifie les génocidaires de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est quand même un grand écart quasi schizophrénique. La semaine dernière, je vais te donner un autre exemple de cette folie schizophrénique occidentale. J'étais non pas en Tchécoslovaquie, mais en République tchèque la semaine dernière, et je suis allé dans le ghetto de Theresienstadt. Il y a la grande forteresse où il y avait le ghetto, et il y a la petite forteresse où il y avait, qui était en fait une ancienne caserne, qui a été transformée en camp par les nazis. Et à l'entrée du camp, il y avait deux drapeaux, le drapeau tchèque et le drapeau ukrainien. C'est-à-dire que tu visites un camp qui a été vidé progressivement au cours des années 40 par la déportation en direction d'Auschwitz de ses habitants, et tu arrives dans cet espace où tu vois deux drapeaux, dont celui du seul État au monde qui, après 45, est transformé des génocidaires en héros nationaux. C'est quelque chose de sidérant. J'ai demandé, bon, malheureusement, je ne pouvais pas
plus parler que ça parce que je parle pas bien anglais. Donc, j'ai demandé qu'est-ce que cela signifiait, etc. On m'a dit, si vous voulez, allez voir le directeur. Bon, le problème, c'est que le directeur, je pouvais difficilement lui parler ni en tchèque, ni même en anglais. Voilà. Mais c'est quelque chose de très frappant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa? En fait, le seul, la seule chose qu'on peut, qui correspond à une sorte de mérite, c'est que cet homme qui a été ovationné avait tué des Russes. Ce qu'il avait pu faire par ailleurs n'avait aucune importance. Il avait tué des Russes et à ce titre, il était bien. C'est-à-dire qu'ils ont repris, c'est-à-dire l'Occident a repris, a intégré la version, la plus loin version que les autorités ukrainiennes ont faite de Chourevitch. Parce que Chourevitch, effectivement, nazi génocidaire, a été tué par le NKVD en 1950. Et au fond, la seule chose qui compte dans son histoire, c'est d'avoir tué, et c'est tout au moins ce que les Ukrainiens actuellement au pouvoir veulent nous faire croire, la seule chose qui compte dans ce parcours, c'est qu'il soit tombé sous les balles du NKVD. Donc on fait exactement la même chose au Parlement d'Ottawa, avec un enthousiasme complètement déjanté. Je veux dire, ces gens sont fous. Bon, faire un truc pareil, et le gars qui dirige là, il s'appelle Rota ou quelque chose comme ça, il connaissait rien. Le chef de l'Assemblée ne savait rien. Et pourquoi finalement cette ovation a été désavouée finalement? Mais c'est parce que les organisations juives et polonaises ont protesté. C'est uniquement pour ça. Tu vois, nous avons eu le même cas en France. Tu vois, heu j'ai été, très marqué vu que moi j'ai rencontré Arnaud Klarsfeld une seule fois, c'était sur un plateau de télévision, c'était à CNews. Il venait d'annoncer qu'il entendait voter Rassemblement national, alors tu imagines, le truc très bien. Arnaud, Et Arnaud oui, Klarsfeld. il a dit Et qu'il allait voter pour le RN. oui, oui, bien sûr, Ça, il je l'a dit savais pas. publiquement et il a dit que son père voterait également RN, alors tu imagines, le truc, Oui, bon. oui. Moi, tu vois, comment dire? J'ai fait un repli tactique, très bien et hem et là, je me rends compte d'un truc, c'est que Arnaud Klarsfeld, quoi qu'on pense du personnage par ailleurs, Oui, mais il a pris des a positions, c'est bien. a pris, des positions sur l'Ukraine qui impliquent qu'il croit réellement à ce qu'il dit parce que, quand on est, heu, moi, si tu veux, heu, tu vois, c'est là où il y a une différence entre les déportés les déportés dits raciaux et les déportés de guerre, tu vois? Moi, Pour faire de résistance, disons. voilà, moi, si tu veux, mon grand-père, il a fait du sabotage, il a fait du renseignement, il a sauvé 14 aviateurs alliés. Il n'est pas il est torturé parce qu'il est vendu par la bourgeoisie donfrantaise comme communiste et comme il est pas communiste, il peut donner le nom de personne sur la torture. Il appartient plutôt à ce que j'appellerais un anarchiste vagabond, dans l'époque. Bon. Mais il avait aucun lien, strictement aucun lien avec le PCF. Donc si tu veux, il est très heureux d'un certain côté d'être il a été atrocement torturé, il a été mutilé à vie, hein, faut quand même s'en rendre compte. Mais il peut donner personne et tu vois, quand on te torture et qu'on te donne pas les bonnes questions, il voit bien il voit que aux questions qu'on lui pose, que son rôle comme résistant, les Allemands l'ignorent. Pourtant ils sont à 400 mètres des aviateurs alliés qui cherchent. Ils ont jamais été plus loin. Mais tu vois, quand il a été envoyé à Buchenwald, tu vois, le sort lui est pas tombé dessus. Il a combattu et bon, alors que, tu vois, pour tous les déportés raciaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pris les armes, ont été pris pour ce qu'ils étaient, persécutés pour ce qu'ils étaient, c'est encore plus dur, je pense, d'assister à ce spectacle-là et tu vois? Et ce qui est très drôle, c'est qu'à une époque et tu dois t'en rappeler en tant que journaliste, les prises de position de Serge Klarsfeld étaient des prises de position qui étaient unanimement observées et à la minute où on a parlé de l'Ukraine, circuler, il y a plus rien à voir. Ouais, c'est inimaginable. Tu vois? Ouais, ça j'ai C'est remarqué.
bien sûr. C'est-à-dire que, tu vois? Et ça, le monde entier l'a vu, c'est-à-dire que depuis, grosso modo, les années 70 particulièrement, le seul code moral des occidentaux, c'est le plus jamais ça, et le monde entier nous a vus nous asseoir dessus. C'est le c'est tu vois, personne n'oubliera ça. Personne n'oubliera J'espère, ça. Tu vois, j'espère. ah bah, t'en fais pas, les autres vont bien nous le rappeler. Parce que comme on a une tendance légère à donner des leçons de morale à qui mieux mieux, à un moment, tu vas avoir un ou 2 mecs pour nous dire: «C'est pas vous», tu vois? Parce que tu vois? Et justement, tu vois? Alors là, je te demande une question un peu prospective qui est un peu, difficile pour l'analyste. Imaginons, selon les différents scénarios de fin du conflit ukrainien. Si tu veux, est-ce que toi qui connais ces zones, tu crois à une paix des mémoires en Ukraine? Ou tu penses que de toute façon, il y aura que c'est trop tard, de toute façon l'État ukrainien risque de se décomposer complètement et que l'Ukraine sera un souvenir douloureux en Europe centrale, mais tu vois, pour toi, comment ça peut finir? Parce qu'on va pas, un moment ou à un autre, la réalité matérielle du terrain aura des conséquences politiques Absolument. C'est quasiment mécanique. Ça, et à un moment, la boîte noire du conflit sera ouverte. Tu vois, aujourd'hui, on ne peut plus parler des Balkans comme lors du discours triomphant sur le Kosovo, sur la Croatie, sur la Bosnie. Donc, pour toi, comment ça peut évoluer? Parce que si tu veux, tu vois, comment la mémoire empoisonnée de l'Ukraine, peut évoluer? Est-ce qu'elle peut contaminer d'autres pays d'Europe centrale et orientale? Comment tu vois évoluer tout ça? heu, une première chose me paraît claire, c'est, il est vrai qu'il est difficile, on le sait, de trouver dans l'histoire et les processus historiques des invariants. Il me semble qu'il y en a quand même un, c'est qu'après une défaite militaire, les régimes ne survivent pas. Quand elles Mmh, sont quand les défaites militaires sont aussi accablantes que, quoique différentes, celle de Napoléon III, celle de l'Allemagne en 1918, celle de l'Allemagne en 1945, ce ne sera pas possible pour le régime ukrainien de survivre. mmh, Le problème, c'est que le néonazisme ukrainien va continuer de vivre. Je ne sais pas comment. Par le terrorisme, c'est possible. d'une manière ou d'une autre, il y a un fanatisme ukrainien. Mais attention, je crois que les autorités actuelles au pouvoir sont assez isolées. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si Zelensky continue d'être président alors qu'il n'en a plus le droit, selon la Constitution. Aucune élection n'a été organisée. On fait croire à une sorte d'unité du peuple ukrainien qui en réalité n'existe pas. Il faut bien se rappeler que, en fait, les Ukrainiens veulent depuis longtemps la paix et ils ont voté pour Yanukovych, qui était très largement soutenu, même au moment où il a refusé le pseudo-plan économique de l'Europe fin 2013. Il a été chassé du pouvoir par les Occidentaux, bien sûr, avec leurs alliés néo-nazis, parce que en fait, ce que les Occidentaux voulaient imposer à l'Ukraine, euh, ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas être avalisé par un processus électoral démocratique. C'est pour ça que la thèse selon laquelle il y aurait en Ukraine l'affrontement entre les démocraties et les autocraties, c'est vraiment, j'allais dire, c'est à pisser de rire, mais malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Mais donc, on a chassé ce président, Yanukovych, qui a gagné les élections de manière incontestable et qui a continué d'être soutenu au moment où on voyait sur les postes des télévisions des centaines de milliers de gens qui approuvaient sa destitution. En réalité, la majorité des Ukrainiens étaient favorables à Yanukovych. Et ensuite, il y a eu l'élection de Zelensky. L'élection de Zelensky
quasiment triomphale, l'outsider, etc., qui l'emporte, elle est liée à un désir de paix des Ukrainiens. Je crois que les Ukrainiens, On oublie le programme de Zelensky lors de son bien élection. sûr, ouais, ouais. Oui, oui. C'est-à-dire que effectivement cette racaille néo-nazie, elle a pris possession en fait de Zelensky par le chantage. Il est corrompu, c'est incontestable. Il est en même temps menacé de mort. Il n'est rien en fait, hein, mais il est, comment dire, il a été mis sous le contrôle des néo-nazis, qui en fait, je crois, représentent un certain nombre d'Ukrainiens, mais je crois franchement qu'ils sont plutôt minoritaires. Hein. Toute la thèse propagandiste des médias occidentaux autour de l'unité du peuple ukrainien, tout ça c'est bidon. Hein, s'il y avait un soutien très très fort à Zelensky, on aurait organisé des élections malgré la guerre et il serait élu. Donc je crois que ce néonazisme est virulent, il continuera d'exister même si ça s'effondre, même si l'État qui vient d'aujourd'hui s'effondre, mais je crois qu'il a en fait assez peu d'audience auprès de la population. La population est ambiguë, parce que l'Ukraine elle-même est un État ambigu. Et l'écrivain Pierre Laurin, qui est remarquable, a fait un livre qui s'appelle L'Ukraine, une histoire entre deux destins. C'est ça, ça exprime bien. Et Yanukovych, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, représentait cette possibilité à l'Ukraine d'exister avec et entre Occident et Russie. Malheureusement, malheureusement, le pouvoir a été pris par les Occidentaux avec les néo-nazis. Ils ont organisé ce coup d'État. Il faut rappeler encore une fois à propos de l'OTAN que lors des élections de 2010, les deux candidats qui étaient favorables à l'OTAN, à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, faisaient 12%. Et il y a eu un sondage qui a été fait à ce moment-là. Les deux candidats, c'était Poroshenko, donc à la fin de son mandat, et l'autre, c'était Yatsenyuk, qui est enfin, un personnage assez ignoble, hein, compte tenu de ses déclarations, c'est épouvantable. Mais ces deux candidats favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN faisaient 12%. Un sondage occidental qui avait été fait à ce moment-là confirmait à la virgule près ce faible soutien des Ukrainiens à une entrée dans l'OTAN. Ils étaient absolument pas favorables. C'est-à-dire que la question, puisque tu m'as posé l'autre jour la question, comment expliquer que tant d'Ukrainiens soient morts et finalement aient accepté la mobilisation, etc. Oui, c'est un problème, mais à partir du moment où on détient les commandes de l'État, on peut faire énormément de choses. Et je te rappelle ce que je te disais l'autre jour, en 1938, au moment de la crise des Sudètes, Hitler a constaté, et ça l'a mis en colère, que les Berlinois, à Berlin, à ce moment-là, début septembre, Hitler fait défiler une division blindée pensant qu'il va doper le patriotisme des Allemands. En fait, les Allemands vont au travail, descendent dans le métro, ils font comme si ça n'existait pas. Hitler est furieux. Et quand Daladier est arrivé pour signer les accords de Munich en 1938, donc le 30 septembre, toute la population de Munich était en déesse. Donc il y avait certainement du côté allemand, comme d'ailleurs du côté français, une volonté de ne pas faire la guerre. Mais quand vous détenez l'État, vous pouvez tout faire, y compris amener un peuple qui n'a pas envie de faire la guerre à lui faire la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je crois que le fait que cette clique néo-nazie au pouvoir détienne les rênes de l'État nous donne une fausse image de ce qu'est en réalité les sentiments dominants dans la population ukrainienne. Il est certain qu'ils veulent la paix. Si tu veux, c'est là où, comment dire? Ce qui aurait été le plus utile dans ce conflit, c'est l'utilisation de référendums locaux. Bon, c'est-à-dire, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez être? Cette question, ce choix-là ne leur a pas été laissé de toute évidence parce que, personne n'a voulu de l'autodétermination du peuple ukrainien. Or, Mais ces référendums ont eu lieu dans la République de Lugansk, dans la République de bien Donetsk, sûr, mais ils n'ont pas été le reconnus. le le problème, c'est que
Si quelqu'un avait voulu la paix, avait voulu le bien de ces gens, il fallait avant tout heu, ces, hem, que tous ces référendums soient organisés d'un commun accord sous égide Bien sûr, onusien, bien tu sûr. vois? Parce qu'ils ont eu lieu a posteriori avec les Russes, donc si tu veux, tu vois, ils seront discutés, à titre personnel, je ne doute absolument pas, ni de leur régularité, ni de leurs résultats. Oui, oui, absolument, Pour une absolument. raison qui est très simple, je pense sincèrement que si nous les avions faits à l'ouest, pour des raisons historiques et identitaires, leurs résultats auraient été inversés. Donc je c'est là, ils ne font Absolument. que refléter la réalité des populations locales. Bon, tu vois? On ait rajouté 2 par-ci, 2 par-là, je vais te dire, de toute façon, c'est inopérant. Or, ce que je remarque, ce que je constate, c'est que cette solution n'a été levée à aucun moment par aucun pays occidental, pourtant, y compris les moins chauds pour débuter les hostilités. Dès 2014, ça aurait dû avoir lieu. Moi, tu vois, j'étais en institution européenne en 2014, donc je vais dire, je te dis pas ce que j'ai entendu. Moi, tu vois, alors, le bataillon Azov n'existait pas, mais Private Sector existait. Moi, j'ai croisé Private Sector. Bon, si tu veux, ne pas voir qui sont ces gens, bon, quand les uniformes Oh, sont pas flanqués, c'est les mecs qui sont tatoués. Bon, il y a pas de souci, tu vois? Le pire, c'est qu'objectivement, ils ne s'en cachent pas et en institution, ils s'en sont pas cachés et pourtant, des extraordinaire. députés polonais qui devraient être très à cheval sur l'antinazisme parce que qu'est-ce que la Pologne a pris? Heu, le Étonnamment, je le dis assez sincèrement, les, heu, les députés qui ont gardé leur distance avec ces gens en institution tels que je les ai vus, c'est les Français et à la surprise générale, les Britanniques. Parce qu'il y a quand même le souvenir de si tu De veux, l'élan national de 30, de 40, quoi. voilà et de la Royal Air Force, enfin il y a beaucoup de choses, tu vois? Surtout qu'objectivement, moi je n'ai pas vu de gens qui cachaient, plus que ça leur dévotion pour les années noires. Or, ce qui ce qui de toute évidence a eu lieu, c'est que comme l'armée ukrainienne, on l'oublie, est écrasée en 2014, Absolument. c'est que le renouveau de l'armée ukrainienne par les occidentaux a lieu à partir de ces gens, ce qu'on appellera les bataillons de représailles plus tard, qui font l'office à la fois de troupes d'élite, mais également de commissaires politiques. Donc ils quadrillent les bataillons. Là, si mes informations sont justes, on recommence dans les prisonniers ukrainiens à voir un certain nombre d'entre eux. Donc soit ils ont été démobilisés hem, commissaires politiques et retournent au stade de soldats d'élite, parce que c'est vrai que ce sont les soldats les mieux entraînés d'une large part de l'armée ukrainienne. Soit il y a un renouveau de ces gens-là, ce qui accréditerait ta thèse qu'il y a quand même un groupe sociologique radicalisé en Ukraine dans lequel on peut piocher, ou il y a une autre thèse, mais ça, nous n'avons pas de données, enfin, on a des données trop parcellaires, qui est qu'on utilise des ressortissants de la droite radicale mondiale et qu'on les incorpore. On a des données très parcellaires venant de France particulièrement. Mais de toute évidence, ces groupes existent encore. Or, c'est eux qui vont gérer la fin de l'État kievien. C'est eux qui vont gérer en partie l'avenir personnel de Zelensky, quoi qu'on en pense. Et, et tu vois, si tu veux, ça nous amène à ce qui sera mon ultime question, sauf si tu veux ajouter autre chose, ça nous amène à une thèse qui, je le sais,
et borderline, qui est la thèse de l'Al-Qaïda blanc. Exactement. C'est-à-dire, Oui, oui. si tu veux, c'est plus simplement, et je dis ça pour nos amis vigilants, qu'ils n'appellent pas Monsieur Reichstadt tout de suite, parce que, comme chacun sait, Rudy dégaine plus vite que son ombre, hein, une envie de délation, ça n'entend pas. Heu, on qu'on s'entende bien, ce sont des golems, comme, si tu veux, n'a-t-on pas utilisé en Europe centrale et orientale contre l'influence russe, les droites radicales violentes, comme on a utilisé contre l'influence russe toujours, l'islam radical en Asie centrale et dans le Caucase, pour ensuite en perdre le contrôle. La question, et qui Exactement. fait différer les 2 exemples, c'est le degré de contrôle. Nous semblons avoir encore une influence sur ces groupes, alors que nous les avons largement, que nous les avons perdus sur la plupart des groupes islamistes, mais pour certains, ça date de très récemment. Je te renvoie à la situation syrienne. Donc, que penses-tu de cette hypothèse? Euh, Je comprendrais que alors, tu la je trouves la fais trop dure. souvent. Alors, bon, il est clair que, euh, pour répondre à ta question, je crois que, enfin, c'est une hypothèse que je fais moi-même. Il y a une similarité de situation entre les Américains qui, dans le cadre de leur stratégie globale de destruction de l'Union soviétique, instrumentalisent l'islam mondial, l'islamisme mondial, et voire même l'islam. Donc là, il y a véritablement quelque chose qui est assez comparable à ce qui se passe en Ukraine. Les États-Unis sont cet empire paradoxal qui à la fois contrôle le monde, mais il a des pieds euh, finalement dans peu de pays. Hein, c'est d'ailleurs Brzezinski qui le dit, là pour le coup il a raison, c'est un empire assez particulier en ce sens. Euh, il n'a pas un contrôle direct, il n'a qu'un contrôle indirect sur les États qu'il veut assujettir, c'est-à-dire la plupart des États de la planète, c'est tout à fait clair. Mais pour régner, pour avancer ses pions sur le grand échiquier, comme dirait Brzezinski, il a besoin d'hommes de main. Les hommes de main, c'était les islamistes afghans et autres en Afghanistan, et les hommes de main en question, ce sont les néo-nazis en Ukraine, qu'il a effectivement, encore une fois, instrumentalisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire, est-ce qu'on va assister à finalement, le golem va échapper au contrôle de ceux qui croyaient le maintenir sur leur contrôle? Et est-ce que ça peut en arriver à une sorte d'affrontement? Oui, avec les Occidentaux. C'est pas du tout impossible. Parce que je n'arrive pas tellement, il y a une chose qui me paraît claire, je n'arrive pas tellement à voir comment les Russes vont gérer ce futur État ukrainien plus ou moins croupion, compte tenu du fait que dans cet État, la plupart, la population sous influence néo-nazie va se retrouver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile. Si tu Et veux, la virulence de ce néonazisme est d'autant plus grande que qu'il sait jusqu'à présent, ça peut changer, qu'il est soutenu par les Occidentaux. Évidemment, cette résurrection, si j'ose dire, du néonazisme dans les pays baltes surtout en Ukraine, elle est liée précisément à l'influence américaine. Dans cette affaire, ce qui se passe en Ukraine, effectivement, beaucoup le disent, ils ont raison, c'est un affrontement, bien sûr, entre l'OTAN, dirigée par les États-Unis, et la Russie. Bon, ça c'est évident. Les États-Unis sont dans une situation de puissance unipolaire, statut totalement unique dans l'histoire, et ce statut, ils veulent le garder. Pour le garder, il faut mettre en difficulté les États qui pourraient rivaliser avec les États-Unis, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est en fait une explication qui est simple, mais qui, je crois, correspond à la réalité. Et comment dire, tailler des croupières à la Russie, ils ont besoin de prendre le contrôle de cet État ukrainien. Et pour prendre ce contrôle, ils s'appuient sur les néo-nazis, bien sûr en faisant passer cette alliance pour
une sorte de front des démocraties contre les autocraties. Enfin, bref, de toute façon, sur ce verbiage, il est tellement inepte que, mais enfin, il est inepte, mais il a beaucoup de place dans les esprits. Hein. Il suffit de discuter avec les gens, on voit que quand même cette thèse a beaucoup d'influence. Donc oui. Alors ceci dit, euh, sur la question du nazisme, bien sûr, nos médias font toujours la même chose. Ils font passer la question du nazisme en Ukraine pour une sorte de lubie qui se serait échappée de l'esprit paranoïaque de Vladimir Poutine. En réalité, et c'est ce sur quoi j'insiste dans mon livre, euh, un certain nombre d'institutions occidentales ont pointé du doigt le danger, y compris le Parlement européen, à deux reprises, 2010-2012, y compris le Congrès des États-Unis, y compris la Knesset, qui dit en mieux, parce que ce que dit Arnaud Casserole, qui pointe ce danger et qui, tiens-toi bien, Tzipi Livni, donc ancienne Premier ministre, dit après la victoire du putsch, elle dit euh, nous observons. C'est très important ce qu'elle dit, parce que c'est d'abord parce que c'est totalement vrai et très facilement vérifiable, que ce parti, Svoboda, dont le chef saluait son public avec le bras levé, hein, bon, en 2012, a en fait littéralement contaminé l'ensemble de la classe politique ukrainienne pro-occidentale. C'est-à-dire que toutes les thèses de cet État, de ce parti, ont été entérinées par les autres partis. Elle insiste là-dessus. Elle dit voilà le danger. Et elle a totalement raison. Et elle dit, alors une phrase qui m'a quand même fait presque rire, si tu veux, elle dit réaliser dans cette interview que même un parti comme le Front National, même un parti comme Jobbik de Hongrie, ont rompu les ponts avec Svoboda. C'est-à-dire qu'elle dit qu'ils ont rompu les ponts, le constat, ce qui est vrai, alors que les Occidentaux font exactement l'inverse. Ils jettent les ponts et Ouais. ils s'allient avec eux. Hein, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le Jobbik qui lui mutera et rejoindra ce large banc des droites radicales, devenues droites radicales occidentalistes, à qui on pardonne tout ce qu'elles ont été. Moi, je me rappelle la cérémonie dite de changement du patron du Jobbik, c'est très simple, hein. Il avait un drapeau LGBT, un drapeau véridique, hein, européen de chaque côté, et il commence un discours qui est grosso modo, «J'ai changé», et j'avais des amis journalistes présents sur place, heu, qui se retenaient, parce que tu vois, faut garder son sérieux, tu vois? Et Oui, heu effectivement, et c'est à dur. partir de ce moment-là, tu vois, comment veux-tu que des analystes et des journalistes soient aient encore du crédit dans l'opinion, heu, quand tu avalises ce mauvais théâtre de boulevard? Or, malheureusement, toute l'Europe de l'Est est travaillée par ça, et tu as tout à fait raison, nous conclurons là-dessus. Il y a une Ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas le conflit militaire, c'est les conditions de l'après-guerre. Le conflit militaire, il est réglé, qu'on l'accepte, qu'on le refuse. Tu vois, le maintenir la boucherie comme le délire qu'a été l'attaque de Koursk, parce que c'est du délire. Ouais. Si tu veux, la 1re garde, si tu veux, les Russes peuvent laisser 800, 1000, 2000 kilomètres à n'importe qui dans leur territoire. Ils l'ont déjà fait, parce qu'eux, ils ont de la longe, comme on dit en boxe, donc ils peuvent se permettre. Toute la 1re garde ukrainienne sera massacrée. C'est tout ce qu'on va gagner. Or, parmi ces conditions de l'après-guerre, je pense qu'il faut qu'on pense à 3 choses, et je voudrais ton avis pour conclure. Je pense que, 1, nous avons un souci qui est l'étendue des prises de la Russie. Ça va être la question d'Odessa qui doit se poser, parce que sinon il n'y aura pas de ligne claire entre la Russie et ce qui restera de l'État ukrainien, 1. Ce que vont devenir les services spéciaux ukrainiens, dont je rappelle la grande spécialité, l'élimination interpersonnelle, quand l'État krievien va se décomposer.
parce qu'une partie de ces gens peut rejoindre les circuits mafieux et offrir leur savoir-faire dans l'assassinat interindividuel dans toute l'Europe de l'Ouest. Hein, je rappelle quand même que ce sont des gens qui, comme acte de guerre, quoi qu'on pense d'elle, ont tué pas une enfant, mais une jeune femme qui était Daria Dugin, ce qui, pardonne-moi, n'est pas, enfin, c'est pas glorieux, hein, de faire sauter une gamine dans une bagnole, hein. Bon. Et dernier point, est-ce que ce qui reste des bataillons de représailles, à quoi vont-ils servir dans la Russie, dans l'Ukraine de l'avenir? Seront-ils victimes de règlements de compte? Parce qu'il faut quand même bien voir que c'est eux qui vont chercher de force les populations à l'ouest, dans les réquisitions. C'est eux qui pratiquent les humiliations. Dirigeront-ils l'État ukrainien? Ou vont-ils être utilisés comme brigade internationale pour radicaliser des groupes dans toute l'Europe? Tu vois, pour moi, ce sont les 3 questions que nous avons à nous poser. Il y en a certainement d'autres. Enfin, pour nous, Français, il y en a une majoritaire, c'est comment reprendre des rapports, amicaux, en tout cas profitables avec Moscou. Mais, en tout cas, sur les conditions strictes, je pense qu'il n'y a que ces questions-là. Et en tout cas, ça passera par une politique mémorielle. Et, mais pour voir l'étendue de cette politique, je pense que tu as fait un travail important là-dessus. Et c'est pour ça que je me permets de le montrer une nouvelle fois aux éditions Delga, hein, Ukraine, les torts de l'Occident. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Fabrice? Oui, alors effectivement, pour ce qui est, comme dirait l'autre, les prédictions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Et il y a un certain nombre de choses, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, que l'on peut prévoir. L'effondrement de cet État. Parce qu'un État qui mène une guerre pareille, qui sacrifie sa population et qui obtient des résultats catastrophiques, si je puis dire, ne peut pas survivre. La question est qui va prendre la tête de l'État? L'effondrement de l'État ukrainien tel qu'il se présente aujourd'hui me semble inévitable compte tenu de l'hécatombe à laquelle cette guerre correspond. Surtout qu'elle va aboutir à un échec et les gens vont se dire pourquoi ces 500 000 morts? Inévitable. Là-dessus, est-ce que les Russes savent ce qu'ils vont faire exactement? À mon avis, non. Il est clair, voilà, c'est-à-dire, il est clair qu'ils veulent récupérer l'ensemble du Donbass, ce qui n'est pas encore, comment dire, fait. Mais savent-ils ce qui va se passer après, avec Odessa, avec Kharkov? C'est pas évident. Ça va dépendre des garanties que le nouvel État ukrainien va pouvoir leur offrir. Ouais. C'est ça. Pas- pas- J'imagine, pour tout te dire, l'aspect très circonspect, hein, du russe, de l'officiel russe, tu vois. Oui, oui. Tu Je veux dire, imagines. oui. Alors, ce sont des gens extrêmement intelligents, ceux qui dirigent la Russie, notamment Vladimir Poutine, et ce sont des gens qui ont des nerfs assez solides. Il faut espérer Oui, qu'ils tout à fait. conservent les nerfs assez solides. Les Occidentaux n'ont pas les nerfs très solides, et surtout, ils ne connaissent pas la Russie. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, sans vouloir m'étendre là-dessus, c'est qu'en fait, les Russes connaissent bien l'Occident, très Oui, bien, et alors que les c'est très Occidentaux ne juste. connaissent rien de la Russie, absolument rien. Ils ne fonctionnent qu'avec des schémas propagandistes. Ils croient aux mensonges qu'ils diffusent à travers leurs médias. Ils sont C'est-à-dire, en auto-intoxication. exactement, c'est ça. Alors, bon, ça n'augure pas de manière très positive de l'avenir, mais évidemment, c'est parce que quand des gens très puissants sont à ce point abrutis, si tu veux, on peut se demander ce qui va se passer. Voilà, pour ce qui, si tu veux, me paraît encore une fois certain, c'est que
cet effondrement qui s'accélère dans le Donbass. Hein. Les Russes ont pris Constantinovka. L'avancée russe s'est accélérée, c'est depuis 24 heures. Alors, encore une fois, le régime ne survivra pas. Par contre, ceux qui ont soutenu ce régime, que vont-ils faire? Et notamment les hommes armés, très nombreux, il y en a des dizaines de milliers, que vont-ils devenir? Et là, la perspective d'un affrontement de type terroriste avec l'Occident n'est pas à exclure, exactement comme avec Al-Qaïda. Ce serait, si tu veux, personne ne lève cette hypothèse jusque-là. Et je suis heureux qu'on soit parmi les premiers parce que, si tu veux, mettons-nous à la place de ces hommes. Deux Oui, minutes. ouais, ouais. Ils ont été fanatisés. Ils vont estimer qu'ils ont été trahis et abandonnés. Exactement. Ils Dans risquent de une se tromper. certaine, dans une certaine mesure, C'est vrai. il est normal qu'ils le croient. Ils ont plus d'équipements que d'hommes, puisque vu l'hécatombe, il reste quand même, à mon avis, beaucoup d'équipements. C'est pour ça d'ailleurs que Zelensky demande des hommes. Il ne demande plus des armes. Et quelle est leur place dans une part de l'Europe de l'Est qui, de toute façon, euh, va devoir se rapprocher de la Russie pour des faits, voilà, des faits stratégiques et du fait simple, c'est que nul ne sait ce que l'Europe de l'Ouest aura à offrir dans 10 ans. Nul ne le sait. Oui, même avant. Donc, si tu veux, quelle est leur place là-dedans? Ouais. Ça, Mercenaires, terroriste. mercenaires, mais ça, ils l'ont toujours été. Le problème, c'est que le mercenariat, c'est aussi un métier qui existe déjà. Tu as des SMP, il y en existe déjà. Donc, le mercenariat mondial ne pourra pas avaler tous ces hommes. En plus, aujourd'hui, c'est très difficile quand on a fait certains types de barbouzeries de l'effacer. Dans une guerre qui a été filmée, c'est très dur de se faire oublier. Donc, une partie d'entre eux pourrait tout à fait se tourner. Je pense pour la plupart se tourneront d'abord, parce qu'on est en Europe de l'Est, vers le penchant culturel de la haute criminalité, je le pense, et une partie non négligeable vers le nihilisme armé. Ce n'est pas impossible. Oui, oui. Et pour en avoir discuté, je peux te dire que, à l'exception du meilleur de nos analystes de défense, personne ne voit la menace arriver. Or, je rappelle que déjà avant les hommes, leur matériel est déjà revenu. Tu as peut-être vu cette affaire ignoble de l'exécution de 3 de nos agents de la pénitentiaire. Une des armes qui les a tués vient d'Ukraine. Donc les armes sont déjà revenues, les hommes suivront la même route. Il n'y a aucune raison d'en Doute. douter. Oui, oui, aucun doute. Ça, c'est clair. On l'a vu à une échelle moindre, mais néanmoins quand même notable, avec les conflits dans les Balkans et la fin de ces conflits dans les Balkans. C'est-à-dire, il y a Très le juste, trafic d'armes a été, comment très dire, juste. alimenté par cette fin du conflit et par le fait que beaucoup de gens avaient des armes, etc. Donc, ça va se produire inévitablement, mais à la puissance 3, 4, sinon 10, avec l'Ukraine. C'est inévitable. Voilà, ça. Mais à mon avis, encore une fois, un certain nombre de choses paraissent. Bon, l'histoire est, comme dit l'autre, l'histoire est toujours pleine de surprises, parce qu'elle est imprévisible, effectivement. Mais une chose paraît claire, c'est la disparition de cet État nazi, néo-nazi, il ne pourra pas survivre. Une autre chose paraît complètement dans le brouillard, c'est quelle va être la forme de ce nouvel État ukrainien. La forme, évidemment, va être réduite, hein, sur le plan de la superficie, mais quelle forme politique cet État va-t-il prendre? Ça, c'est évidemment, c'est un inconnu, et je pense pas que les Russes le savent eux-mêmes. Mais Il est ça, je clair, suis d'accord avec toi. ouais, voilà, il est clair qu'ils veulent récupérer l'ensemble du Donbass et les deux oblasts. Il n'y a pas voire les quatre. Bon, Tu sais comme moi que s'ils n'ont pas de frontière nette, et la seule frontière nette, malheureusement, dans cette zone, c'est Odessa.
C'est du et c'est d'utiliser, de militariser une des rives du fleuve. Tu vois? C'est s'ils ont pas une frontière nette, il y a le risque de refaire cette guerre dans 10 ans. Oui, oui, il faut absolument et ça, ils ne veulent pas le faire, hein, de toute façon. Non, Ils ne non, veulent pas geler le conflit, les Russes ne le veulent pas. ça, si tu veux, c'est ce que je te disais, ce n'est plus l'option militaire aujourd'hui que nous tranchons, c'est les options de l'après-guerre. Et c'est là où l'absence de négociations fermes, pas de ronde de négociations qu'on entremêle, d'une embardée comme celle de Kursk pour croire peser, alors qu'en fait on essaye de peser avant tout sur les élections américaines de novembre, plutôt que sur la négociation en elle-même. Une vraie négociation ferme, tant qu'il y a quelque chose à négocier. Parce que pour l'instant, la Russie peut, si elle le souhaite, augmenter, heu, augmenter ses conditions de négociation. Elle a Oui, la force du là terrain, donc elle peut le faire, hein. oui, là, l'exemple allemand, peut être utile. C'est-à-dire qu'effectivement, la perspective d'un État, réduit, ukrainien réduit à sa plus simple expression, pourrait susciter dans le régime de Kiev une sorte de sursaut comparable à ceux qui ont fait l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944, pour essayer de sauver les meubles. Parce que c'était ça le but de l'attentat du 20 Tu as juillet. une tentation comme celle-là qui, a priori, s'est fait jour dans une partie non négligeable, heu, le comment dire? Qui s'est fait jour dans une part non négligeable de l'état-major ukrainien, ces derniers mois. Oui, on sent qu'il y a des désaccords et des tensions. Est-ce que ça va aboutir à des règlements de compte Très armes à difficile à dire, l'appui? Pardon? très difficile à dire. Oui, mais ça me paraît, ça paraît quand même une hypothèse assez vraisemblable. Oui, Que, ouais, si tu veux, c'est une des hypothèses qui est, c'est l'hypothèse de règlement de compte dont je te parlais tout à l'heure, elle est tous azimuts. voilà. Ouais, Alors, avec absolument, avec cette comparaison avec le 20 juillet 44, il y a une différence majeur, c'est le soutien occidental. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie, en perdant, elle perdait même, elle n'avait pas de soutien particulier. Et elle ne pouvait pas espérer une revanche, etc., puisque il y avait un certain nombre d'États qui étaient effectivement ligués contre le Troisième Reich. Mais là, avec l'Ukraine, c'est différent. C'est pour ça que la question pourrait se pose euh, pour eux. Ce que j'anticipe, c'est-à-dire que cet État existe, ce néonazisme a été favorisé par le soutien américain, qui a généré une espèce d'hubris absolument délirante de la part des néonazis ukrainiens. Et comme alors, ce qui pourrait continuer d'alimenter ce néonazisme, c'est le soutien qui ne va pas cesser, a priori, sauf, encore une fois, imprévisibilité, euh, euh, qui ne va pas cesser avec le conflit. C'est-à-dire que les néo-nazis ukrainiens sont adossés au soutien occidental, ce qui n'était pas du cas des nazis allemands. Ils étaient donc l'opération qui a consisté à tuer Hitler venait des nazis qui pensaient qu'il fallait sauver l'Allemagne, compte tenu du fait que après l'échec de l'Allemagne, il y avait rien à espérer, hein. Là, c'est différent parce qu'il y a ce soutien occidental qui a oui, perturbé parce que le jeu. le 20 juillet 44, si tu veux, faut le voir pour nos auditeurs, c'est quand, mené par, Stauffenberg, une bande de gens qui sont totalement des nazis. Il faut arrêter avec le mythe de l'humanisme, Stauffenberg, hein. Ouais. C'était la seule chose, c'est que ça intervient quelques jours après la grande défaite allemande de l'opération Bagration, et donc l'armée rouge, maintenant on le sait, va fondre sur Berlin, enfin va fondre sur l'Allemagne. Donc il faut, pour sauver à la fois,
le pangermanisme et même le nazisme, il faut le débarrasser de l'hitlérisme. Donc il faut le débarrasser du petit caporal. Ce qui est au passage une revanche de l'élite nobiliaire allemande qui, a été humiliée, entre autres par la naissance de la SS et de toute une caste dirigeante qui s'est sentie muselée, en tout cas pas respectée par, finalement, un fils de garde-frontière. Bon. Or le problème, c'est que tu as raison, il n'y a pas, imaginons, et je pense que certaines personnes ont pris ce scénario. Si Zelensky venait à disparaître, parce qu'on a dit pendant un moment, rappelle-toi, il y a quelques mois, qu'il négociait ses conditions de départ, mais qu'il demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que le personnage n'est quand même pas, si les Panama Papers ne nous ont pas menti, le personnage n'est quand même pas n'est pas au bord de la disette. Il Non, faudrait qu'on s'entende sur la définition du terme bord. Mais bon, j'ai bon espoir qu'il ne termine pas décharné. Je pense que certaines personnes ont pu se poser la question de, disons, à quel moment un homme politique entre dans sa sphère de nuisance, le concernant. Je le pense. Ce n'est a priori pas à l'ordre du jour maintenant. Mais il n'est pas le problème, c'est que qui que ce soit qui le touche, quelle qu'en soit la raison, il devra obtenir, d'une manière ou d'une autre, la neutralité bienveillante, l'accord de principe ou du moins l'absence de contre-mesures postérieures de la part des Occidentaux, d'une manière ou d'une autre. Donc, de toutes les façons, l'après Zelensky sera certainement le menu de l'après novembre de cette année, tu vois? Mais dans tous les cas, pour l'ouest de l'Ukraine, ce sera une décision occidentale, ce qui est terrible parce que ça veut dire que 500 000 hommes qui voulaient défendre la souveraineté de leur pays sont morts pour, en fait, un pays qui n'existe plus, déjà. Tu vois? C'est certainement l'une des guerres les plus cruelles depuis les guerres des Balkans parce que c'est une guerre où on a un mal fou à trouver un aspect positif. Voilà. oui, les aspects positifs dans la guerre des Balkans, je les vois pas vraiment non plus, hein. C'est ce que je te dis, tu vois? Oui, C'est c'est ça, c'est le ouais. type c'est le type de guerre impériale totalement gratuite. Tu vois? On peut dire la même chose de la Syrie, de la Libye, qui vont créer des zones de pourrissement qui peuvent durer des décennies. Regarde les Balkans, hein. Les Balkans, c'est toujours pas soldé, hein. 20 ans plus tard, c'est pas soldé. Pourtant, avec une base américaine gigantesque et cetera, c'est toujours pas soldé et voilà, c'est ce qui tu vois, qui va avoir tu vois, autant politiquement, je pense, tu as raison, que les Russes et qui que ce soit, personne ne sait comment on va gérer l'État croupion kievien parce que je pense que plus personne à ce niveau-là n'a de but de guerre, plus personne. La seule chose que je peux te dire, on terminera là-dessus, c'est que je sais qui va payer. Parce que je rappelle que tout ce qui a été fait à l'Ukraine a été fait en pré-bail et que si tout ce qui a été vendu en pré-bail par les Américains, c'est les Européens qui ont signé. Donc nul ne peut dire ce qui va se passer, mais on peut imaginer qui Qui va va payer? raquer. Voilà. Donc ce sera la note positive pour nos auditeurs qui sont en même temps des contribuables. Je recommande une nouvelle fois ton livre, cher Fabrice. J'espère que tu reviendras nous parler de la situation à l'Est. Je te Bien sûr. dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.